Bonjour à toute la communauté librairie et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque le format est quelque peu différent de l'habituel. Nous vous réservons de nombreuses surprises dans les jours à venir et nous espérons que cela vous plaira. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos retours en commentaire de la vidéo afin que l'on puisse en discuter tous ensemble. Pour rester dans l'actualité, nous allons parler aujourd'hui du CAC 40, du Bitcoin, de l'inflation et finalement de l'impôt mondial sur les sociétés que les différents dirigeants politiques cherchent à mettre en place. En ce qui concerne le CAC 40, tu as très certainement entendu parler récemment du fait que l'indice français avait dépassé son niveau historique sur les 20 dernières années, et c'est notamment ce que l'on peut voir sur ce graphe qui est classique, puisqu'il s'agit du CAC 40 que l'on connaît tous, et que l'on voit sur internet ou sur la télé. Comme tu peux le voir, il est aujourd'hui effectivement à plus de 6550 points, contre environ 6168 points, c'est-à-dire le pic atteint en juin 2007, juste avant la crise des subprimes, ou encore le maximum atteint avant la crise des dot-com, c'est-à-dire l'explosion de la bulle internet, où il avait atteint 6813 points en l'an 2000. Pourtant en réalité, le CAC 40 a déjà depuis longtemps dépassé ces niveaux, puisque l'indice français qui a été créé en 1987 sur la base de 1000 points, ne reflète pas la réalité, étant donné qu'il ne prend pas en compte les dividendes. Sur cet autre graphique, on voit la différence qui est tout simplement énorme. J'ai réussi à obtenir les données du CAC 40 classique. Ici c'est la courbe rouge, avec les données du CAC 40 que l'on appelle GR pour Growth, c'est-à-dire qui lui prend en compte les dividendes, et dans ce cas, on voit que la différence est tout simplement énorme. Pour la simple et bonne raison que le CAC 40 GR est déjà à plus de 18 532 points, tandis que le CAC 40 classique est seulement à 6 551 points. Et on voit donc qu'en réalité, les niveaux historiques ont largement été dépassés depuis 2014-2015 par rapport à la tendance historique. C'est donc pour cette raison qu'il faut bien savoir distinguer le fonctionnement des différents indices. Pour faire simple, si on prend le cas du CAC 40 tel que nous le connaissons, c'est-à-dire il s'agit de l'indice nu, dans ce cas-là, on n'a pas de prise en compte de dividendes. Ensuite, on a le CAC 40 Net Total Return, qui lui prend en compte les dividendes après impôt. Et finalement, on a l'indice Total Return, qui lui prend en compte les dividendes sans paiement d'impôt. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir la rentabilité de cet indice, qui lui prend en compte les dividendes, mais sans paiement d'impôt. Et c'est notamment le cas du CAC 40 GR. Donc pour un investissement sur le long terme, dont l'objectif est d'optimiser sa fiscalité, ses frais ainsi que sa rentabilité, notamment au travers d'ETF, comme on le recommande, c'est sur le CAC 40 GR qu'il faut se focaliser, et non pas sur le CAC 40 nu, puisqu'encore une fois, comme on peut le voir sur le graphique, le CAC 40 nu a obtenu une rentabilité de 5,78% par an depuis sa création en 1987, tandis que le CAC 40 GR, lui, a obtenu une rentabilité de 9,12% par an. Ce qui est vraiment énorme, et comme quoi le CAC 40 n'est pas un si mauvais placement comme on pourrait le croire. Et donc, au final, quand on compare la différence entre le CAC 40 classique et le CAC 40 GR, qui lui prend en compte les dividendes, qui réinvestit les dividendes, la différence est juste impressionnante. Concernant le Bitcoin, je me suis amusé par curiosité à comparer l'intérêt pour le mot crypto au cours du temps sur Google Trends avec le prix du Bitcoin en dollars. On a l'impression que les deux courbes suivent exactement la même tendance, et on dirait même qu'il existe une corrélation entre les recherches sur internet du mot crypto et son prix. Et alors évidemment, corrélation ne signifie en aucun cas causalité, c'est-à-dire que l'évolution de l'un n'est pas nécessairement la cause de l'autre. Toujours est-il que, on voit au travers de ce graphique, que la crypto est particulièrement volatile, et dépend bien souvent de l'enthousiasme que les investisseurs particuliers ou professionnels ont vis-à-vis de ce marché, quand ce n'est pas évidemment Elon Musk qui se met à tweeter pour influencer le cours. Malgré tout, ça reste un monde passionnant, et nous t'invitons à t'abonner à notre deuxième chaîne CryptoBlock si ce n'est pas encore fait. Tous les liens se trouvent en description de cette vidéo. C'est JP, un membre de l'équipe librairie, qui se charge d'analyser les crypto-monnaies et de donner quelques astuces. Une autre donnée intéressante, j'ai regardé les différents cracks historiques sur du Bitcoin, il y en a eu en tout 4. Un premier en 2011,
un deuxième en 2013, un autre en décembre 2017, on s'en souvient, c'est assez récent, et finalement celui que nous vivons actuellement en 2021. Comme on peut le voir sur ce graphique, en 2011, on a eu une explosion du cours, faisant passer le Bitcoin d'environ 88 centimes à près de 30 $, c'est-à-dire une augmentation de 3310%. Ensuite, le cours s'est stabilisé, ce qui a duré un petit moment, avant d'exploser à nouveau fin 2013, début 2014, passant cette fois-ci de 139 $ à environ 1200 $, c'est-à-dire ici une revalorisation de 800%. Encore une fois, rebelote, le prix chute pendant un petit moment, il stagne, puis il augmente, avant de passer de 4000 $ à environ 20 000 $ en 2017, c'est-à-dire ici une augmentation de 400%, et aujourd'hui on connaît une nouvelle hausse qui a fait passer en quelques mois le Bitcoin de 10 000 $ à plus de 63 000 $ en l'espace de quelques mois, c'est-à-dire un bond de 530%. Alors à voir ce qui va se passer, mais on pourrait s'attendre donc que le prix du Bitcoin qui est actuellement en train de baisser reproduise le même schéma, redescende vers les 20 000 $, pour remonter dans quelques mois, voire quelques années. Comme on peut le voir, les graphiques se ressemblent énormément. Malgré tout, on peut estimer que sur le long terme, son prix continue de monter. D'ailleurs, Cathie Wood, dont nous avions parlé dans une vidéo précédente, confirme son objectif de cours à 500 000 $. D'ailleurs, comme on l'a vu sur notre chaîne secondaire CryptoBlock, le Salvador s'apprête à accorder au Bitcoin le statut de monnaie légale du pays, aux côtés du dollar, et on avait déjà eu des nouvelles similaires lorsqu'en début d'année, le maire de la ville de Miami avait dévoilé une gamme de mesures destinées à placer le Bitcoin au cœur de sa politique monétaire, puisque le paiement d'impôts ou encore de salaire en Bitcoin était au programme. Alors, toutes ces mesures pourraient permettre au Bitcoin de devenir une monnaie au sens propre du terme, puisque, pour rappel, pour qu'un actif puisse être appelé monnaie, encore faut-il qu'il remplisse 3 fonctions, c'est-à-dire une unité de compte. Étant donné que la monnaie permet de se rendre compte de la valeur relative des biens et de faire des choix en conséquence rendant possible le calcul économique, c'est-à-dire l'allocation des ressources là où elles sont utiles selon leur usage optimal par le mécanisme de prix, un intermédiaire des échanges, dans la mesure où la monnaie rend possible des échanges qui seraient beaucoup trop complexes et donc impossibles avec le simple troc, et finalement, une réserve de valeur, puisque la monnaie permet l'épargne, c'est-à-dire l'accumulation de capital, autrement dit, l'investissement, la création d'entreprises, et donc le développement, la croissance et la civilisation. Pour cela, encore faut-il que la monnaie soit stable, c'est-à-dire qu'il soit possible d'épargner sans craindre que notre épargne ou nos investissements perdent de la valeur de manière imprévisible. Et donc, au fur et à mesure que le Bitcoin est accepté de manière généralisée, on pourrait s'attendre à ce que l'actif numérique se rapproche de plus en plus de cette définition, mais pour l'instant, il reste évidemment extrêmement volatile. Pour autant, et cela permet justement de faire une transition avec le prochain sujet, aujourd'hui il est considéré pour beaucoup comme une réserve de valeur, puisqu'on ne peut pas le manipuler, contrairement à la monnaie telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec l'arrivée de l'inflation. Et c'est justement le point suivant dont je voulais vous parler. Comme nous l'avons vu lors de nos dernières vidéos, Janet Yellen a récemment annoncé que l'inflation pourrait atteindre les 3% cette année. Alors pour rappel, on aura demain, c'est-à-dire jeudi 10 juin à 13h45, la décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt, et on s'attend à ce qui reste aux alentours de 0%, c'est-à-dire qu'il reste inchangé. Sera suivie une seconde publication, cette fois-ci du côté des États-Unis, à 14h30 concernant l'inflation pour le mois de mai, et pour rappel, pour le mois d'avril, l'IPC approchait les 4,2%, et les investisseurs, dans ce cas-là, s'attendent à ce que
l'inflation atteigne les 4,7% pour ce mois de mai, donc encore une fois une nouvelle hausse. Donc il faudra être attentif. Pour l'anecdote, une donnée intéressante à prendre en compte, et c'est d'ailleurs pourquoi l'inflation qui est déjà élevée, puisque dépasse les 4%, ne l'est pas encore plus. En fait, les causes de l'inflation, alors elles sont nombreuses, toujours est-il que comme on peut le voir sur ce graphique, l'agrégat monétaire M2, c'est-à-dire l'ensemble des billets, pièces en circulation, en plus des dépôts bancaires et comptes sur livret, a certes littéralement explosé, depuis la pandémie que nous vivons actuellement, mais à l'inverse, la vélocité monétaire, elle, a diminué. Alors la vélocité monétaire, c'est quoi? Il s'agit tout simplement de la quantité de monnaie qui est dépensée en un temps donné par rapport à sa masse. Il s'agit donc du nombre de fois qu'une unité monétaire change de main en un temps donné. Les causes de sa diminution ici sont nombreuses. On peut notamment citer le fait que durant le confinement, les dépenses ont chuté, ce qui a contrecarré les effets de l'explosion de la masse monétaire, à voir donc dans les mois à venir, lorsque la vélocité monétaire augmentera de nouveau, avec toute cette quantité de monnaie qui a été déversée, l'inflation devrait continuer à croître. D'ailleurs, si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'inflation, plusieurs vidéos ont été publiées, et vous pouvez les retrouver en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran. Finalement, le dernier point c'est la taxe mondiale, le taux d'impôt minimum mondial sur les sociétés d'au moins 15%, et même si de nombreux pays comme l'Irlande s'y opposent, le week-end dernier, les ministres des Finances des pays du G7 constitués de l'Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et du Royaume-Uni se sont mis d'accord sur l'instauration d'une telle taxe. Alors on avait déjà parlé des conséquences que cela pourrait avoir sur nos investissements, et si tu te souviens bien, nous avions donné une astuce qui était d'opter pour investir dans ce que l'on appelle les REIT, qui est l'acronyme de Real Estate Investment Trust, l'équivalent français étant les SIC, pour Société d'investissement immobilier cotée. On avait vu que cette classe d'actifs pouvait être une solution intéressante dans la mesure où les REIT, donc les REIT ou les SIC, ne paient pas d'impôts, puisqu'elles reversent au moins 90% de leurs bénéfices, ce qui leur permet d'être exonérés d'impôts. Et on avait même analysé l'entreprise Equinix. Encore une fois, tu peux retrouver la vidéo en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran. Alors même si pour le moment il reste quelques étapes avant que ce nouvel impôt entre en vigueur, puisque l'accord doit être encore validé par le G20 puis par l'OCDE, le fonctionnement serait le suivant. L'entreprise doit réaliser un bénéfice minimum de 10%, et une fois ce seuil atteint, il est possible de lui appliquer un taux d'imposition minimum de 15%. Donc par exemple, imaginons une entreprise qui est implantée dans un pays avec une faible imposition, disons qu'elle paye 10%, mais qui génère des bénéfices dans un autre pays, comme la France. Eh bien, dans ce cas-là, la France aurait la possibilité d'appliquer un impôt supplémentaire de 5% pour que la somme donne 15%. Alors évidemment, on le sait tous, l'objectif est avant tout de venir taxer les grandes entreprises technologiques qui sont un petit peu la risée des politiques depuis quelques années. Pourtant, et aussi incroyable que cela puisse paraître, Amazon pourrait ne pas être soumis à cette taxe. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la rentabilité de l'entreprise de Jeff Bezos est inférieure à 10%. Alors pour vérifier cela, il nous suffit de regarder les comptes financiers annuels de Amazon et de regarder ce que l'on appelle le compte de résultat. Si on se focalise sur son chiffre d'affaires, c'est-à-dire net sales en anglais, on s'aperçoit qu'il s'élève à plus de 386 milliards de dollars en 2020, et le net income, c'est-à-dire le résultat net, s'élève à 21,331 milliards de dollars. Il nous suffit donc de diviser le résultat net par le chiffre d'affaires, le tout multiplié par 100, c'est-à-dire 21,331 par 386,064, le tout multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage, ce qui nous donne une marge nette ou une rentabilité d'environ 5,53%. On voit donc qu'on est loin des 10%. Mais évidemment, les politiques ne manquent pas d'imagination et ils pourraient choisir de ne pas taxer les résultats globaux des entreprises, mais d'opter pour une segmentation de la taxation, c'est-à-dire aller chercher l'argent là où les entreprises en gagnent, là où les activités sont rentables.
Par exemple, même si Amazon est connu pour être une plateforme de e-commerce, l'entreprise a également une filiale avec une activité de cloud appelée AWS pour Amazon Web Services, qui elle a réalisé une marge de plus de 30%. Si on regarde son résultat trimestriel du début de l'année 2021, le chiffre d'affaires de ce segment d'activité s'élève à 13,503 milliards de dollars pour un résultat opérationnel de 4,163 milliards de dollars. Donc encore une fois, il nous suffit de diviser 4,163 par 13,503, encore une fois multiplié par 100, ce qui nous donne une marge opérationnelle de 30,83%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo légèrement différente t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. On pourrait même réaliser des directs en analysant certaines entreprises qui t'intéressent, en rebondissant à l'actualité, etc. Encore une fois, nous vous réservons de nombreuses surprises puisque l'équipe Livrairie Riche monte à Paris ce week-end, donc soyez bien attentifs aux publications qui vont arriver dans les jours à venir. N'oublie pas de donner un like et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et souviens-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.